Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Sheraz sur le podcast Story Travaux. Merci beaucoup Sheraz d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. C'est hyper chouette de se rencontrer, du coup c'était sur les conseils de Paul que je t'invite sur le podcast et honnêtement c'est une super idée parce que je suis sûre que tu vas nous raconter plein de choses intéressantes. J'espère. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement au niveau de ton parcours ? Oui, alors Sheraz, du coup, 36 ans déjà, jeune maman. Que dire ? Alors, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. En fait, j'étais dans le marketing. J'ai eu un bac+4 en marketing. Et au final, je me suis rendu compte que c'était quand même très compliqué, en fait, d'être soi-même tout le temps dans ce milieu-là. Alors, je savais pas si c'était vraiment le milieu du marketing, parce que j'adorais vraiment ça, ou si c'était le salariat. Et du coup, il y avait vraiment beaucoup de questions en moi, mais je savais aussi qu'il me fallait un travail parce que je voulais investir, mais pour habiter en fait, parce que moi à ce moment-là, c'était il y a 8 ans, je connaissais pas vraiment tout ce qui était notion d'investissement. Dans ma famille, il n'y a pas d'investisseurs. C'est très compliqué. Il y a des entrepreneurs, mais pas d'investisseurs parce que toujours ces craintes de oui, mais si tu achètes, tu vas te ruiner. Tu vas te ruiner pour quelqu'un qui va pas payer, qui va pas respecter ton bien, etc. Des choses qui sont vraies. Si voilà, c'est pas infondé non plus. Mais on m'a toujours dit ce genre de choses. Mais par contre, on m'a toujours dit si tu peux acheter, achète pour voilà. Ta résidence principale. Et du coup, j'ai commencé un petit peu comme ça et je suis arrivée dans les travaux, mais ça on en parlera juste après, je pense. Ok, super. Donc ouais, effectivement, finalement t'as dévié un moment donné dans ta carrière. T'as commencé quand même à bosser dans un job en marketing ou... Ah oui, j'ai bossé dans un job en marketing. J'ai bossé chez Renault pendant très longtemps. D'accord. J'aimais bien et en même temps je n'aimais pas parce qu'en fait Renault, même si aujourd'hui je roule encore avec un véhicule de cette marque parce que voilà je suis rentrée dedans, c'était mon premier grand job on va dire avec des responsabilités etc. Mais en même temps c'était un peu une mini France, c'est-à-dire que beaucoup trop de choses me déplaisaient dedans et moi je dis tout le temps si une situation te plaît pas ça sert à rien de rester dessus, de ne faire que de te plaindre. Si tu t'en plains il faut que tu trouves d'autres solutions et pour moi c'était pas possible de rester là-bas. En plus j'avais eu un petit peu aussi de harcèlement, c'était super compliqué. Voilà, le fait d'être sur un poste avec des responsabilités, d'être pas mal entouré d'hommes, d'être pas mal entouré aussi de personnes qui veulent prendre à chaque fois la place et qui pensent que pour prendre une place, plutôt que de se faire soi-même en fait, voilà, ses propres expériences, ses propres projets, etc. Ils vont mieux prendre la place de quelqu'un d'autre qui est déjà sur place. Et ça a été ça pendant quasiment tout le temps. Je suis restée quasiment 9 ans pour Renault. Okay. Et du coup, il y avait ça aussi qui me travaillait. Enfin bref, et j'y suis restée jusqu'à il y a 1 an et demi. Je suis partie il y a 1 an et demi. D'accord. Donc c'est quand même assez récent, ouais. Parce que la peur de partir, en fait, la peur de quitter ce monde-là qui est quand même une bulle de protection. Le CDI, bien sûr. Voilà, exactement, le CDI, on sait ce que c'est, on fait son petit chemin tous les jours, on connaît les personnes, voilà. Et pour autant, j'étais quand même courtière en travaux à côté, puisque ça fait quasiment 7 ans que je fais ça. Ah oui, tu faisais en parallèle. Exactement. Mais c'était pas une question d'argent, c'était une question de j'ai peur de quitter cette stabilité-là. Je les critique, mais en même temps, voilà. Et après, je me suis dit non, mais c'est pas possible en fait. Qu'est-ce qui me retient ? Je suis pas forcément bien, je peux partir, donc pourquoi je ne partirais pas ? Et je vais me donner encore plus les moyens. C'est comme quand j'ai commencé avec l'auto-entreprise, donc j'étais auto-entrepreneur et ça me suffisait bien et je me disais pourquoi payer pour une société, on doit payer telle et telle cotisation, etc. Pourquoi faire en fait ? Ça me va très bien, je vais rester en micro-entreprise. Et au final, j'avais peur d'évoluer. Et c'est petit à petit en fait que j'ai commencé à comprendre que il faut avoir confiance en soi, que ça va aller, et en fait ça allait déjà très très bien, donc petit à petit l'oiseau fait son nid. Et finalement du coup t'as réussi à passer le cap et puis exactement. À te mettre à ton compte. Exactement. Écoute, bravo. Merci. D'avoir sauté le pas en tout cas. Merci. Concernant du coup cette profession de courtière en travaux, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail en quoi ça consiste exactement, quelles sont tes missions, comment tu accompagnes tes clients ?
Alors, il faut savoir en fait que courtier en travaux, c'est quelque chose qui est très peu connu. Les personnes en général, quand on leur pose la question, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un courtier en travaux, ils sont là un petit peu dubitatifs à se dire, mais courtier, alors je connaissais le courtier en prêt, courtier en assurance, etc. Mais le courtier en travaux, en quoi ça consiste? Et donc quand je leur explique, les gens se disent, ah oui, ok. Et en fait, ils ne se disent pas qu'ils ont besoin forcément de quelqu'un qui va les accompagner là-dedans, mais en même temps, ils ont ce besoin-là enfoui, parce que quand on parle de travaux aux personnes, et ça, je pense que tu le sais, voilà, et puis avec toutes les personnes aussi que tu vas recevoir sur le podcast, que tu as déjà reçu, en fait, dès qu'on parle travaux, les gens se disent arnaque, danger, voilà, des personnes qui vont forcément me faire un prix qui sera trop élevé, des malfaçons, tout un panel de mots très très négatifs, et ça, c'est tout le temps, à chaque fois qu'on parle de travaux. Alors, encore une fois, à juste titre aussi, parce qu'il se passe énormément de choses, mais accompagner les personnes en tant que courtier en travaux, c'est se dire, ok, ils ont une tierce personne qui va trouver pour eux les entreprises, que ce soit une entreprise spécifique avec un corps de métier ou des entreprises tout corps d'État, s'ils ont besoin pour un chantier total rénovation. À ce moment-là, en fait, ils font appel à un courtier. Le courtier se doit de vérifier en fait la fiabilité des entreprises, chose qui aujourd'hui est de plus en plus compliquée parce que les entreprises grugent, etc. Faut savoir que c'est tout un monde, les travaux. Il se passe des choses. Moi, j'ai pas envie de faire comme si tout allait bien, on passe par un courtier et tout va forcément bien. Non, ça c'est pas vrai. Quand une entreprise a envie de fermer sa boîte et que après on apprend en fait que du coup elle a abandonné plein de chantiers et qu'après ça, même pas un mois après, elle réouvre dans le bâtiment aussi, là on se dit c'est pas possible. Bon, ça existe clairement. Malheureusement. C'est horrible, voilà, malheureusement, mais on travaille avec de l'humain. Déjà, le risque zéro n'existe pas. Clairement. Mais ce genre de choses, en fait, si on ne veut pas, on fait soi-même. Si on veut passer par des personnes, il faut aussi apprendre à leur faire confiance, mais il faut vérifier certaines choses. Donc, le courtier, en fait, se doit de vérifier. Il va regarder, en fait, si la société existe, si elle est enregistrée auprès, en fait, du registre de commerce comme étant la bonne chose qu'elle va faire. Si on prend l'entreprise qui dit, moi, je fais de l'électricité, et qu'au final, quand elle nous fait son devis, elle fait aussi pour la plomberie, elle fait aussi pour le placo, elle fait aussi pour la toiture, etc. Bon, déjà, il y a un petit souci. On vérifie aussi ses capacités de financement. On va les questionner. On va leur demander, en fait, est-ce que vous avez déjà fait un projet comme le mien? Est-ce que je peux voir les photos avant, pendant, après? Moi, je demande toujours des photos pendant parce que, déjà d'une, ça prouve que c'est leur photo. Déjà. Ouais. Et ça montre aussi comment l'entreprise travaille. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper important parce qu'une entreprise qui va laisser tous ses outils, n'importe comment, n'importe où, les outils qui vont être sales, pas rangés, ils ne vont pas y faire attention, d'avance, on peut se dire, vraiment, on met pas tout le monde dans le même panier, mais presque, que les finitions vont pas être top. C'est un warning. Et ça, c'est un warning. Donc en fait, on va vraiment vérifier tout ça. On va vérifier donc les décennales aussi. Donc c'est pas parce qu'une entreprise nous envoie sa décennale que ça veut dire qu'elle est bonne. Déjà, on regarde. Ok, il nous envoie une décennale, c'est cool. Combien de temps il a mis pour nous l'envoyer? Déjà, ça montre aussi s'il est organisé ou pas. La réactivité. Voilà, exactement. Et quand il va nous l'envoyer, on se dit pareil. Je l'ai missionné pourquoi? Est-ce que je l'ai missionné pour une toiture? Est-ce que je l'ai missionné pour une piscine? Est-ce que je l'ai missionné pour de l'électricité? Qu'est-ce qu'il y a en fait qui est vraiment inclus ou n'est pas inclus? Et une fois qu'on a coché toutes les cases, bon, ok, ça correspond à ce que j'ai demandé, cool, on appelle l'assurance. Pour vérifier qu'elle existe. Pour vérifier qu'elle existe exactement et qu'il n'y a pas eu de défaut de paiement l'année d'avant ou il y a 2 ans, etc. Que l'entreprise va bien et que c'est ok et que effectivement, s'il se passe quoi que ce soit, on sera assuré, on sera couvert en tout cas à la fin des travaux. Ça, c'est vraiment moi ce que je conseille de vérifier tout le temps et c'est ce que aussi je vérifie. Et après, ça va être une question de confiance. On peut pas accorder sa confiance à n'importe quelle société. Moi, une société qui est trop jeune, je peux pas lui confier un chantier à 150 000 €. Je sais très bien en fait d'avance qu'elle n'aura pas les reins solides s'il se passe quoi que ce soit. Donc on va commencer petit. Donc même si c'est quelqu'un de la famille, quelqu'un qu'on connaît et qu'on veut bien faire et qu'on veut aider et qu'on veut se donner bonne conscience en disant je lui ai apporté un gros chantier, en fait c'est pas forcément bon parce que cette personne elle peut avoir une grosse pression
et ça va pas forcément l'aider en fait. Donc on va commencer petit à petit. Et c'est pas parce qu'on prend quelqu'un de la famille ou quelqu'un qu'on connaît de par quelqu'un d'autre qu'on ne vérifie pas les documents. C'est déjà arrivé en fait qu'une personne avec qui j'avais travaillé, une architecte, m'ait dit écoute, je te contacte parce que j'ai besoin en fait d'une équipe vraiment rapidement. Je lui dis mais en fait ton chantier l'avait déjà commencé. Oui effectivement, mais sauf qu'il y a eu un abandon. Je dis mais tu connaissais? Oui, c'était mon oncle. Mais voilà. En fait, il était parti à la retraite, il avait tout fermé, la décennale elle n'a pas été vérifiée, etc. Quand c'est la famille, en fait, on vérifie pas. Quand c'est les amis, on vérifie pas. Quand c'est quelqu'un qu'on nous présente, on vérifie pas forcément. Parce qu'on a confiance. Exactement. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Exactement. Et ça, clairement, avec l'humain, c'est quelque chose, on ne peut pas se permettre. Si, en fait, ça nous fait mal de perdre potentiellement cette somme, il faut qu'on prenne ses responsabilités et qu'on fasse les vérifications avant. Si on s'en plaint après, bah en fait, on peut s'en vouloir qu'à soi-même aussi, parce qu'on n'aura pas vérifié. Ouais, bien sûr. Voilà. Et moi, de toute façon, ce que je conseille tout le temps aux personnes que j'accompagne, les clients, les maîtrises d'ouvrage, c'est que si la somme engagée pour les travaux est une somme qui pourrait leur faire mal s'ils la perdent, je leur conseille de prendre une assurance dommage ouvrage. Ok. Pourquoi ? Parce que si on a un chantier qui fait 100 000 et que on a tout vérifié, la société c'est bon, etc., mais on ne sait jamais, et que ça nous ferait trop mal de perdre cet argent, plus que de perdre le coût de l'assurance dommage ouvrage, alors il vaut mieux prendre l'assurance dommage ouvrage. Parce que entre l'assurance décennale et l'assurance dommage ouvrage, qu'est-ce qui change concrètement ? Rien à voir. Du coup, l'assurance décennale, c'est l'assurance que les artisans prennent pour assurer ce que eux font. L'électricité, c'est 10 ans. La plomberie, c'est 10 ans. La peinture, c'est 2 ans. Donc, c'est une biennale. Donc, ça, c'est eux, leur assurance. Comme quoi, ils sont couverts pour faire ce genre de choses. S'il y a une malfaçon ou, je sais pas, l'électricité, pète au bout de 6 mois. Et en fait, c'est tout le disjoncteur à chaque fois qui pète, etc. C'est eux. C'est soit ils vont faire jouer leur assurance parce qu'ils auront plus envie de se redéplacer et il y aura une solution qui sera trouvée, soit ils sont OK pour se redéplacer et ils refont les travaux et c'est OK. Donc ça, c'est leur assurance. Mais l'assurance dommage ouvrage, c'est la mutuelle, on va dire, du client, qui va lui se protéger en se disant « Je prends cette assurance pour... » Voilà, sait jamais. On sait jamais. Et on la prend, on est OK de la payer en se disant « J'espère ne pas m'en servir ». Donc, sur un chantier à 100 000 euros, c'est une assurance qui va coûter à peu près 10 000 euros, puisque c'est environ 10%. Ouais. Mais est-ce qu'il vaut mieux perdre 10% et gagner en sérénité, ou prendre le risque en se disant mais je vois pas pourquoi ça irait mal, en fait on a vérifié, l'entreprise va bien, etc. Ben non, en fait. J'ai pas 10 000 euros à mettre là-dedans. Oui, alors on n'a peut-être pas 10 000 euros à mettre là-dedans, mais est-ce qu'on est capable de perdre 100 000 ? C'est surtout ça, en fait. Ça peut dépendre aussi peut-être de la complexité du chantier. Aussi. Si on a aussi, par exemple, du structurel dedans, Exactement. Des choses comme ça, qui peuvent faire qu'effectivement, si jamais il y a des malfaçons, ça peut coûter mais beaucoup trop cher à refaire. Et dans ce cas-là, effectivement, cette assurance-là, elle est nécessaire, quoi. Exactement. Et puis, ça va aussi dépendre, en fait... donc, il y a la complexité d'un côté, mais il y a aussi ce qu'on aura décidé de payer pour le chantier. En fait, quand on sous-paye, les clients de prime abord sont très contents en se disant « j'ai eu un super prix ». Je suis content, voilà, j'ai eu ça, j'ai négocié ça, c'est top. Sur le premier plan. Mais des fois, il s'avère que, et c'est ce que j'ai constaté aussi, c'est que les artisans se disent quoi à un moment donné, ok, c'est cool, en fait, j'ai dit oui, parce que j'avais besoin de cet argent, mais derrière, il faut que je travaille. Ah ouais, non, mais en fait, ça m'intéresse plus tant que ça. Par contre, j'ai un autre chantier à côté. Il est pas très loin géographiquement. Je vais peut-être y aller les mardis, les jeudis, les machins. Et voilà. Et comme ça, au moins, comme sur l'autre, je prends plus d'argent. Bah, sur celui-là où je prenais moins, de toute façon, je lui ai fait un bon prix, donc je vais mettre plus de temps. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Il y avait pas moins cher. Donc, c'est pas grave. Et en fait, c'est comme ça aussi que les artisans raisonnent. Et des fois, ça pousse à ce qu'il n'y ait plus de communication, et plus de communication, abandon de chantier, et là c'est hyper compliqué après de retrouver quelque chose qui soit viable et qui puisse se concrétiser en une fin de chantier, quoi. Ouais. Donc ça aussi c'est des choses à prendre en compte parce que souvent en fait les gens se disent vraiment je vais voir le prix et c'est bon.
En fait, non. Parce qu'il faut aussi être sûr que l'artisan, en fait, il est payé quand même à sa juste valeur, malgré tout. Bien sûr. Parce que même si ce sont des personnes à part entière, moi je considère que ce sont des personnes à part entière. Il y a les humains et il y a les artisans. Ah oui, carrément. Non, vraiment, c'est un monde à part. Ces personnes-là sont à part. Tout ce qui peut être logique pour une personne normale, on va dire, ne le sera pas forcément pour un artisan, d'accord? Si on lui demande pas certains trucs, il ne les fait pas, ça ne le choque pas. Ah oui. Voilà. Si on n'a pas acheté une colonne de douche, qu'on a acheté une baignoire, machin, qu'on a tout acheté, il fait ses trucs, il va faire les sorties, il manque la colonne, mais tu m'as pas dit qu'il manquait la colonne. On m'a pas donné de colonne. Mais ouais, mais il y a forcément une colonne de douche. Bah oui, a priori Oui, dans une douche. On me l'a pas donné. Alors pour moi, je savais pas. Bon, ok, d'accord. Oui, plutôt que de poser la question, parfois ils font des déductions qui ne sont pas les bonnes. C'est ça. Donc bon, il faut vraiment avoir beaucoup de patience, je pense, du recul aussi, et se dire ça va aller. Ça va le faire. Je vais communiquer, recommuniquer, recommuniquer, je vais faire des dessins. et voilà, et ça va bien se passer. Mais oui, en fait, vraiment, pour le coup, c'est des personnes à part entière dans un autre monde. Mais oui, il faut les payer quand même à leur juste valeur aussi, parce que c'est un métier qui est souvent compliqué. Qui est dur, bien sûr. Voilà, et ils ont un savoir-faire. C'est aussi pour ça qu'on les paye. Donc, pour moi, négocier, renégocier, en fait, c'est pas toujours forcément l'idéal à faire. Quand je vais chez le médecin, moi je lui dis pas, mais attendez, le voisin il est 2 € moins cher. Vous me faites un petit prix sur ma visite ou non, non en fait. Enfin, on négocie pas avec ces corps de métier là. Je vais chez l'ostéo, je lui dis pas bon tu peux me faire une petite ristourne. Non. Je me vois pas faire ça, en fait. J'y vais, je paye le prix, et voilà. Alors oui, on n'est pas sur les mêmes montants, c'est sûr. Mais en même temps, c'est juste une question aussi de principe et de valeur. Si je vais voir la personne qui est en face, que j'ai tout vérifié, que c'est OK, etc., en fait, il faut aussi que je lui fasse confiance et que je la respecte, cette personne, pour la valeur qu'elle pourra m'apporter, en fait, sur mon chantier. Ouais. C'est vrai que nous, on en a fait les frais parce que le premier chantier qu'on a fait, évidemment, on s'est tourné vers le devis le moins cher et forcément, ça a été compliqué. C'est d'ailleurs un artisan qui a liquidé sa société à la fin du chantier, pour faire court. Donc voilà. Donc voilà. Ouais. Donc c'est vrai que bon, il faut faire attention à ce genre de choses. Et c'est vrai que du coup, de faire appel à un courtier travaux, en gros, courtier, ça va permettre de sélectionner l'entreprise travaux, sachant que le courtier va venir aussi faire les devis aux différents artisans. Oui. Et tu conseilles du coup les clients dans le choix du devis. Comment ça se passe? Oui, exactement. Je leur dis, voilà, j'ai ce devis-là, j'ai ce montant-là. J'ai d'autres devis que je n'ai même pas demandé à pousser jusqu'à l'extrême parce qu'on était hors budget ou on était hors délai ou autre. Ou je ne le sens pas forcément pour votre chantier. Donc c'est un petit peu ça, et c'est aussi le courtier en fait est aussi porte-parole, on va dire, mais des deux camps. C'est-à-dire que vraiment on est un petit peu la balle au centre et on va faire le lien entre les deux et on va essayer que la communication soit la plus fluide possible. Alors c'est vrai que pendant un chantier, un courtier n'intervient pas parce que son rôle s'arrête à la signature du devis. Très bien. Voilà. Premier jour de chantier, le courtier disparaît normalement. Okay. Après, évidemment, à titre commercial, le courtier sera toujours présent pendant le chantier parce que les artisans vont communiquer avec le courtier, les clients vont communiquer avec le courtier, etc. D'accord. Donc il y a toujours un peu de communication entre les deux, ça c'est vrai, mais le courtier n'est plus censé intervenir. Communication par rapport à quoi? En fait, au suivi du devis et de la facturation par exemple, ou pas du tout? Au suivi surtout de est-ce qu'on est bon dans le timing, finalement il y a eu une erreur ou j'ai fait un changement, est-ce qu'on peut voir avec lui, ou j'ai l'impression que les artisans sont pas présents sur le chantier à tout moment, ou je vais recevoir ma commande tel jour, est-ce que tu peux voir si les artisans seront OK pour réceptionner et aller chercher le matériel, etc. Ah oui, le courtier reste finalement un intermédiaire, un contact clé, très même souvent. Pendant la gestion du chantier. Très souvent, même si normalement ça ne devrait pas être le cas. Après, moi c'est vrai que j'ai très souvent aussi tendance à dire, voyez directement avec l'équipe,
ils sont là pour ça, ils sont tout le temps là, ils sont ouverts d'esprit, ils sont OK, ils sont à l'écoute. Donc, allez-y, voyez avec eux. Et si jamais je peux faire quelque chose, je peux intervenir, pas de problème. D'accord. Voilà. Ok, et en termes de type de client, tu t'adresses à quel type de client? Est-ce que c'est plutôt des particuliers pour leur résidence principale? Est-ce que c'est plutôt des investisseurs? C'est vraiment de tout. Alors, il faut savoir que j'ai commencé en faisant beaucoup plus de particuliers. D'accord. Parce que quand j'ai commencé, que j'étais pas sûre vraiment d'être courtière, que je savais pas, enfin, moi-même, je ne maîtrisais pas vraiment ce que je faisais. Au début, et c'est un jour en allant à un atelier gratuit d'un Leroy Merlin qui a ouvert sur Paris, en étant un magasin éphémère en fait, un magasin test, et du coup j'étais partie à un atelier, je sais plus ce que c'était créer sa lessive ou je ne sais plus quoi, un truc un peu écolo. J'étais très contente, très fière, et puis on était très très peu nombreux, on devait être peut-être 6 personnes. Et on a énormément échangé avec l'équipe qui était sur place. Et il s'avère que la directrice, donc qui s'occupait vraiment de tout ça, était là. Et en fait, j'ai échangé avec elle. Et comme, enfin, j'avais pas l'impression que c'était forcément la directrice, donc elle demandait un petit peu à chacun ce qu'il faisait dans la vie. Donc moi, j'avais essayé d'expliquer avec mes propres mots ce que je faisais. Et je sais pas. Enfin, elle s'est trouvée, voilà. Elle s'est dit, mais ok, mais en fait, c'est ça qu'il nous faut. Et moi, je comprenais pas trop. Elle me disait, mais c'est super, mais c'est super, mais c'est... Donc, je lui dis, mais ok, mais qu'est-ce qui est super, en fait? Et donc, elle me dit, mais nous, on a besoin de ça, en fait. On a besoin d'une personne à qui on renvoie les clients qui veulent acheter chez Leroy Merlin, mais qui n'ont pas forcément les artisans de confiance pour faire les travaux. Donc, du coup, on préfère les renvoyer vers quelqu'un d'autres, plutôt que nous de leur conseiller des artisans, parce qu'effectivement, on n'a pas envie de prendre le risque de conseiller des artisans qui fassent mal le truc, etc., etc. Donc moi, j'étais OK avec ça parce que ça a été dit en toute transparence. Et du coup, il y a eu ce partenariat-là pendant 1 an. Et donc, pendant 1 an, j'ai eu énormément de particuliers. Donc, c'était beaucoup en région parisienne. Et du coup, c'était... des salles de bain, des cuisines, voilà, c'était plus pour des pièces. Voilà, exactement, des petits chantiers. Et après, ça s'est développé en fait, parce que je communiquais beaucoup plus que ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs. Il y a eu énormément d'échanges avec des personnes qui étaient intéressées, et petit à petit, j'avais commencé à alimenter un petit peu les réseaux sociaux. Et de là, en fait, des investisseurs m'ont dit oui, moi, j'ai quelque chose, mais c'est un appartement complet. Est-ce que tu fais ça ou pas? Et petit à petit, j'ai fait ça, etc. Et ça s'est agrandi comme ça. Donc, voilà. Du coup, aujourd'hui, est-ce que tu as davantage peut-être des clients qui sont plutôt des typologies d'investisseurs et moins de particuliers peut-être? Oui, complètement. Là, c'est beaucoup plus des investisseurs parce que, au final, ma communication va plus vers les investisseurs. J'ai beaucoup plus de facilité avec eux, je pense aussi, en échangeant, etc. J'aime bien ces challenges qu'il y a de j'ai envie de faire quelque chose de bien, mais j'ai aussi envie de respecter un budget et un timing. J'aime bien les challenges, en fait. C'est vrai que les particuliers, c'est top, mais c'est presque trop facile sur certaines choses parce que c'est déjà arrêté, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange. Et moi, j'adore échanger avec les investisseurs parce que ça m'est arrivé de leur dire « Ok, c'est super tous ces travaux. Je vois que tu as l'enveloppe, mais est-ce que tu as besoin de faire tous ces travaux ? Parce que, attends, on va regarder, ok, tu l'achètes combien ? Là, tu as tant d'enveloppes travaux, ok, ta renta aujourd'hui, tu la calcules à combien ? Combien tu vas prendre pour le loyer ou en location courte durée si c'est ça ? Ok, mais là, on peut faire moins cher, etc. Des fois, ça m'est arrivé, en fait, de dire ça. Et donc, la personne me dit, mais j'avoue, je comprends pas trop, c'est cool, merci, mais en fait, c'est quoi ton but ? Parce que je comprends pas. Et donc, moi, j'ai dit, mon but, c'est pas que tu dépenses toute ton enveloppe travaux maintenant. Mon but, c'est que tu dépenses de l'enveloppe travaux maintenant. C'est cool, mais que t'en laisses un petit peu. Pourquoi ? Parce que tu vas rebondir après. Parce que le but, c'est que le chantier se passe bien et que tu te dises, c'est cool, le chantier s'est bien passé, donc la peur des travaux, ça y est, elle est derrière moi. J'ai loué, ça se passe bien, ça plaît, ça tient, etc. dans le temps. Je vais racheter quelque chose d'autre. Et donc, moi, c'est beaucoup plus intéressant, clairement.
Et là-dessus, je m'en cache pas. Je suis très contente d'accompagner les personnes. Mais le but d'un investisseur, c'est de pas de faire qu'un seul investissement. Bien sûr. C'est d'en faire plusieurs. Donc s'il en fait plusieurs avec toi. Exactement. Là-dessus, en fait, on est tous gagnants parce que eux, ça s'est bien passé et c'est ce qu'ils voulaient. Moi, ça me permet aussi de fidéliser des personnes et de repasser avec eux. Et comme ça matche bien, eh ben, c'est génial. Enfin voilà, tout le monde est content de faire des chantiers. Donc voilà. C'est tout le bénéfice aussi. C'est ça. Le fait de pouvoir passer par un courtier travaux, si en plus tu peux économiser des sous, non seulement trouver les bons professionnels, mais en plus économiser de l'argent, c'est tout bénef. Exactement. Et du coup, au niveau de la typologie de projet, est-ce que tu interviens sur des appartements, sur des immeubles de rapport? Comment ça se passe? Il y a des montants? Oui, alors on intervient sur tout. Que ça soit un appartement en rénovation complète ou que ça soit un immeuble ou que ça soit une maison à diviser ou aussi de la construction, ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'ai des équipes à chaque fois qui font certaines choses, des équipes aussi qui se déplacent partout en France parce que je fais beaucoup d'Île-de-France, mais je fais aussi du national. J'ai eu pas mal de chantiers, soit dans le nord, soit dans le sud. Donc ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. Et après, le minimum, en fait, pour faire appel à un courtier, si c'est pour juste entre guillemets une salle de bain, c'est pas forcément intéressant, même si la plupart du temps on veut que ça soit bien fait et on veut avoir confiance, donc on passe par un courtier. Mais le but de passer par un courtier, c'est pour des choses qui sont un petit peu plus grosses. Donc en général, moi ce que je recommande, c'est à partir de 15 000 €, c'est vraiment le minimum, parce qu'en dessous, il y a des choses qu'on peut faire soi-même, en vrai. Pour le coup, je le recommande à chaque fois, et c'est pas forcément intéressant parce que on sait pas si le devis va être vraiment bon. Si on essaye de négocier avec d'autres, on va négocier mais de quelques centaines d'euros, petites centaines d'euros, c'est pas forcément intéressant. Donc minimum 15 000 € de travaux. Vraiment minimum, ouais. Pour faire appel à un courtier. Oui. Ok. Et au niveau du coup de la rémunération du courtier, comment ça se passe? Est-ce que c'est un pourcentage par rapport au montant des travaux? J'imagine qu'il y a peut-être un forfait quand même minimal parce que bon, même si le chantier est petit, il y a quand même finalement peut-être le même temps de travail qui est demandé, que ce soit, je dis n'importe quoi, 15, 30, 45 000, potentiellement ça va être le même temps passé. Alors oui, sur la question de temps, c'est toujours quasiment le même temps. Et des fois, je passe même plus de temps sur un chantier où on est dans une enveloppe à 25, 30 000. Je passe plus de temps là-dessus qu'un chantier où on est à 150 000 d'enveloppe. Parce que quelqu'un qui a 150 000, en général, il est un peu plus souple. Il y a plus de marge sur les choses où on peut pas se tromper, mais changer en tout cas d'avis en cours de route, que ce soit le client ou autre, si on peut lui proposer autre chose. Mais il y a le même temps de travail, vraiment, voire même plus de temps de travail sur un chantier où on va être ric-rac en termes de budget, parce que la personne va dire ouais, mais alors du coup si finalement on met plus que 2 interrupteurs au lieu de 5, du coup combien on économise, etc. Donc ça va être vraiment des économies, pas de bout de chandelle, parce que c'est quand même important et chacun a son enveloppe et là-dessus on respecte totalement, mais voilà, ça va être vraiment à descendre au plus, surtout qu'en plus voilà, les petites enveloppes comme ça, en général les gens veulent faire juste certaines choses, mais après quand elles voient le résultat, elles se disent mais du coup on n'a pas repeint, mais là ça se voit que c'est et oui, ils se rendent compte après finalement des conséquences. Ils ont voulu minimiser le budget. Exactement. Et après ils regrettent. Voilà, et c'est ce que je leur dis moi à chaque fois maintenant, c'est ok, on fait quasiment tout, mais là c'est pas tout. Donc les portes, on en fait quoi? Comment ça, les portes? Bah oui, les portes, on fait quoi? Est-ce qu'on les lessive? Est-ce qu'on les repeint? Est-ce qu'on les change? Ah oui, les portes. Ah oui, bah du coup, c'est un autre budget et tout. Bah oui, mais en fait, quand on fait de la réno, si on fait certaines choses, les autres choses où on pensait que ça allait, c'est là où elles se voient. Bien sûr. Ça va être moche, ça va être jauni, ça va être, décrépit. Enfin bon, oui, exactement, ça se voit. Donc, du coup, les petites enveloppes, c'est un peu plus compliqué. Mais que ça soit une petite enveloppe ou une grosse enveloppe, le courtier en travaux n'est pas payé par le client en direct. D'accord. Le courtier en travaux est payé par l'entreprise.
Donc que ce soit un artisan tout seul ou une entreprise générale, c'est avec eux directement que la rémunération se fait, parce qu'en fait on est un petit peu leur budget marketing, et c'est vraiment ça. Eux savent faire leur métier, qu'ils soient plaquistes ou autres, ils savent faire leur métier, ils le gèrent, il n'y a pas de problème. Par contre, tout ce qui va être comptabilité, marketing, communication, vraiment sur les réseaux, etc., ou vendre leurs prestations, ça, ils savent pas très bien faire. Donc c'est là où le courtier intervient. Exactement. Et finalement, donc tu as l'habitude, j'imagine, de travailler avec certaines équipes. Oui. Donc de toute façon, elles te rémunèrent. C'est ça. En direct. Alors après, c'est peut-être des forfaits, des choses comme ça dépend. Oui, en fait, ça dépend de ce que contient le projet, en fait, du nombre de postes, etc., de la durée aussi du chantier. Si c'est un tout petit chantier, ça va être vraiment pas forcément grand-chose, mais c'est ok, en fait, c'est fait pour. Et si c'est un plus grand chantier, ça va être vraiment différent, parce que là, du coup, on leur rapporte aussi beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, en fait, c'est vraiment calculé. Et moi, c'est pas parce que je travaille aujourd'hui avec une entreprise avec qui ça va très bien se passer que demain, je vais la recommander pour un autre chantier. Pourquoi ? Parce que moi, pendant les chantiers, je vois comment se passe le chantier, je vois comment est l'artisan ou l'entreprise avec le client, comment est géré le chantier, s'il y a vraiment du respect aussi, si vraiment, ils sont contents de faire ça, etc. Et si le budget a été vraiment maîtrisé. Et là où il y a des couacs, même si le client à la fin n'est pas au courant, ne voit pas tout ça, moi je le vois, et je peux après, un chantier juste après, dire non, là pour le coup je recommande pas tout de suite, on a déjà travaillé avec, ça s'est bien passé, mais là, je pense qu'il faut une petite pause. On va passer avec quelqu'un d'autre. Ça va aussi très très bien se passer. Et voilà. Et des fois, ça leur fait aussi du bien aux entreprises, parce que ils se disent ah ben mince, finalement, j'ai peut-être un peu négligé le dernier chantier. Ça s'est peut-être ressenti. Oups. Bon bah je ferai attention. En question. Exactement. Alors que quand on leur rapporte tout le temps, en fait ils sont humains. Ils se disent bon c'est facile. Que je le fasse bien, que je le fasse pas bien, que machin, que bidule. On a besoin de moi. Non. On a besoin d'un associé. Mais un associé, ça nous respecte. Et là, du coup, quand y a quelque chose qui va pas, il n'y a pas de problème. Si c'est qu'une fois, c'est isolé, mais on va attendre un petit peu avant de retravailler ensemble. Donc, c'est vraiment tout ça, en fait, que le courtier fait, parce que des fois, j'entends ah non, mais eux, ils sont super connus, ça se passe toujours bien, c'est une grosse boîte, etc. Oui, mais attention, on travaille avec de l'humain. Et du coup, c'est pas parce que ça s'est bien passé sur plusieurs chantiers que ça se passera toujours bien. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui se cassent la gueule, alors qu'on se disait, mais sérieux ? Eux ? Mais non, mais comment c'est possible ? Pas possible. Ils ont pignon sur rue, ils sont top. C'est sûr que financièrement ça allait, ouais, mais non, en fait, peut-être pas. Croissance trop rapide, trop de chantiers en même temps, ou alors négliger effectivement une relation de confiance et de long terme, parce qu'on se dit de toute façon il va me reprendre la prochaine fois, on néglige un peu les finitions, on fait des petites malfaçons et ça. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, Et tu parlais du côté, optimisation du devis, choix des matériaux ou du nombre d'interrupteurs, ce genre de choses. Est-ce que ça t'arrive de travailler avec des architectes aussi directement ? Oui, ça m'est déjà arrivé. J'aime bien parce que du coup, il y a le côté de l'architecte où il va y avoir tout le côté design, etc. Et il y a la réalité. C'est deux mondes aussi. Mais c'est toujours très sympa parce que on a une bonne feuille de route. En fait, on arrive à comprendre ce que le client veut, même quand c'est un dessin. Alors moi, je leur dis, moi, j'ai pas besoin de dessins magnifiques. Moi, quand on me demande de dessiner un bonhomme, c'est un rond, un trait, des bâtons, et ça me suffit. On comprend que c'est un petit bonhomme. Ok. Moi, en fait, tant que je comprends sur une feuille, vous me dessinez le bien, en 2D. Vous me faites des carrés avec les superficies, vous me dites ce que vous voulez là et là et là, et on comprend, il n'y a pas de problème. Avec un architecte, c'est un niveau au-dessus. Et là, c'est vraiment top parce que du coup, on se projette directement, encore plus rapidement, et il y a encore moins de marge d'erreur parce qu'on se dit, ok, en fait, on a absolument tout. On sait vraiment tout. On connaît les surfaces sur absolument chacune des choses, tous les postes, que ce soit la peinture, que ce soit le sol, que ce soit le carrelage, etc. Donc, il n'y a pas de perte. Donc, du coup, on aura toujours cette petite marge de sécurité. On ne sait jamais s'il y a un peu de casse, etc. Mais qui sera encore moindre
au final. Et du coup, les chantiers vont aussi plus vite. Quand il n'y a pas de changement en cours de route, les chantiers vont plus vite et ça, c'est vraiment agréable. Parce qu'il y a un côté vraiment anticipation. Oui. Parce que quand tu n'as pas d'architecte, si c'est pas l'architecte qui prend les cotes, par exemple, des appartements, comment ça se passe? C'est le client qui te transmet les cotes que lui a pris ou... Alors, le client transmet toujours des cotes, D'accord. mais qui sont revérifiées par l'entreprise avant un début de chantier. Pour les devis. Voilà, exactement. Okay. Et qui sont du coup retracées. Voilà, on vous a fait tant, cette pièce-là, elle fait tant, ce mur-là, il fait exactement tant, et ça, et ça, et ça, et ça. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Ok, donc on signe et c'est bon. Et après, moi, pour la projection, en général, les personnes ont besoin d'être aidées. C'est comme l'électricité. Ok, je voudrais que l'électricité soit aux normes. Ok, mais tu veux de l'électricité avec des gaines, des goulottes, ou tu veux de l'électricité qui soit encastrée? C'est pas pareil. En fait, tu guides aussi sur la création du devis, sur la demande, le cahier des charges. Exactement. C'est toi qui va aider le client à élaborer son cahier des charges. C'est ça, c'est exactement ça. Et le truc, c'est que j'ai appris donc au fil des années à travailler à distance. C'est-à-dire que je recommande aux courtiers d'aller sur place malgré tout. Ça, c'est hyper important. Mais je sais aussi que le temps est compté pour tout le monde. Et en fait, je remarquais qu'il y avait des fois des problèmes pour jongler avec les agendas. C'était pas toujours évident. Quand c'est des investisseurs, ils investissent pas là où ils habitent tout le temps. Souvent, quand les personnes habitent en région parisienne, elles n'investissent pas forcément en région parisienne. Elles vont investir dans le sud, etc. Et elles n'ont pas le temps, en fait. Si on leur demande d'avoir un CDI pour pouvoir faire un emprunt, mais qu'en même temps, on leur demande d'être dispo un mardi à 14h pour aller faire la visite, on dit en fait, non, c'est comme quand on reçoit un colis. Ah, vous étiez pas là à 14h. En fait, je bosse. Enfin, pour acheter, il faut que je bosse. Donc, du coup, désolée. Mais là, c'est pareil, en fait. Et donc, du coup, j'ai appris à m'adapter et à faire vraiment différemment. C'est-à-dire que moi, je vais tout faire pour que le maximum de choses soient faites à distance. Donc, je vais vraiment tout demander. Et je leur demande de se projeter comme s'ils étaient dans chacune des pièces. C'est très, très long. Mais quand ils ressortent du rendez-vous, visio ou call ou autre, ils se disent ah ouais, en fait non, ça va être plutôt très très sympa en fait. Ça y est, je sais exactement comment va être le bien. La salle de bain, je sais qu'elle aura un miroir LED, je sais qu'elle aura même 2 miroirs parce qu'il y aura une double vasque, parce qu'il y a la place, etc. Donc du coup, nous, on sait qu'il y a 2 points électriques. Et en fait, ça nous aide. Et tous les détails sont notés pour que le devis soit... Enfin, déjà, on fait une estimation à distance et que cette estimation-là, elle soit au plus proche de la réalité. Et ça aide vraiment les personnes. Donc vraiment, on projette absolument tout. Ok, donc dans la chambre, tu veux combien de points électriques? Les lumières, est-ce que tu les veux en table de chevet qui sont posées ou est-ce que tu veux des suspensions? C'est pas pareil. Est-ce que tu veux des appliques dans le couloir ou est-ce que tu t'en fous? Plein de choses. Ouais. C'est hyper important. Dans la cuisine, là, il y a rien, il y a que des caissons. Est-ce que tu veux un lave-vaisselle? Est-ce que tu veux mettre aussi le lave-linge parce qu'il n'y a pas la place dans la salle d'eau? Etc., etc. Donc ça permet de vraiment se poser des questions, se projeter et finalement visualiser le projet de A à Z. C'est ça. Parce que de toute façon, c'est vrai que dans la gestion des travaux, il y a une énorme partie qui compte dans l'anticipation. Plus on a un cahier des charges qui est précis et mieux ça va se passer a priori avec l'entreprise travaux. C'est exactement ça, parce que plus c'est fluide, moins il y a d'échanges. Et là, pour le coup, le pas de nouvelles, bonne nouvelle, il prend tout son sens sur une durée, bien sûr, pas trop longue non plus. Mais quand l'entreprise n'appelle pas ni moi ni le client, c'est que ça va, c'est que ça suit son cours. Le client doit toujours aller quand même sur place, parce qu'il y a personne d'autre que le client qui est concerné par son investissement qui pourra mieux juger de l'évolution. Mais voilà, il n'a pas besoin d'y aller tous les jours. Ouais. Et si ça s'est bien passé au niveau du brief, il n'y a pas de raison que ça se passe trop mal au niveau de la réalisation. Et ça c'est top de pouvoir faire confiance aussi à l'entreprise travaux à distance, parce que c'est sûr qu'on peut pas aller tous les jours sur le chantier pour checker que tout se passe bien. C'est ça. Donc quand on y va une fois par semaine, toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, il peut se passer beaucoup de choses sur un chantier, ça peut vraiment beaucoup avancer, donc autant anticiper au max. Oui. Et donc par rapport finalement à ta conversion en courtière travaux, quand tu as commencé finalement à prendre des chantiers en parallèle de ton travail, comment tu as fait un peu ta place dans ce milieu-là, notamment en tant que femme, parce qu'on le sait, le milieu du bâtiment est très très masculin et c'est toujours le cas aujourd'hui. Oui. Comment du coup tu as pu établir ta place dans ce milieu-là, établir ta crédibilité
Alors, il faut savoir qu'au début, quand je me suis lancée, c'était un peu par hasard. C'était plus par défi que par envie, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté mon appartement, donc qui était ma résidence principale, qui aujourd'hui est devenue une location courte durée qui rapporte énormément. Donc, je suis super contente de cet achat. Génial. Parce que du coup, région en parisienne. région parisienne, Ouais. exactement, ouais. Donc voilà, dans le 92, je suis très contente parce que c'était pour moi énorme parce que ça soulevait énormément de choses. Faut savoir que je suis enfant unique. Déjà, c'était compliqué pour mes parents de se dire qu'ils allaient me laisser partir. Déjà, alors que j'avais quand même un certain âge à ce moment-là. Et quand ils ont su que je voulais en plus acheter, ils se sont dit « Oh là là, elle va se planter, c'est pas possible. » Dans La un réaction monde de des parents. requins. Ah oui, dans un monde de requins, elle est beaucoup trop naïve, machin. Elle va y aller, elle va voir un papy-pain qui va lui plaire et c'est bon. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'y suis allée, j'ai visité un mur violet. J'ai dit « Oh là là, c'est... » Comme par hasard, violet, j'adore le violet, c'est pour moi. Et du coup, l'agent IMO me regardait vraiment en se disant, bon, ok, avec elle, ça va être très très facile. Et moi, je disais, il y a pas trop de travaux, on est d'accord. Il y a pas trop de travaux. Non, il y a pas. Non, Bien non, sûr. non. Bah non. Classique. Un coup de peinture et c'est bon. J'ai dit non, mais franchement, le violet, moi, je le garde. Donc non, mais même ça, en vrai, voilà. Ça, c'était ma réaction. J'étais très contente et c'est bon. J'ai dit bah ok, je vais faire une offre. J'ai fait une offre, je crois, le soir même ou le lendemain, toute fière. Je l'ai dit à personne. T'as gardé le secret. Voilà, je l'avais dit, donc c'était mon fiancé à ce moment-là. Et je lui avais dit, et il m'a dit ouais, faudrait peut-être quand même qu'on visite, faudrait qu'on visite quand même avec quelqu'un qui s'y connaît en travaux. Non, c'est bon, t'inquiète, l'agent IMO m'a dit, il y a pas de travaux. Moi, franchement, c'est bon. Allez, peut-être un coup de peinture et encore. Ok. Il m'a dit bon. Donc il a visité, il me dit bon, écoute, oui, il y a peut-être 2-3 trucs quand même à faire. Je dis oui, bon, ça va pas voler bien haut. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'avais compté à peu près 5 000 € pour les travaux. Ok. Au doigt mouillé, sur aucune base. Tu t'es dit, J'ai dit, bon, 5 000, ça a l'air de passer. franchement, c'est un chiffre sympa, donc allons-y là-dessus. Et à ce moment-là, j'avais une épargne d'à peu près 20 000, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, au cas où, s'il y a besoin d'un tout petit peu plus, c'est pas grave. Et mon père m'a dit, ok, je suis content pour toi que t'aies acheté, y a pas de souci, tu sais quoi, je te fais confiance, c'est ton bien, moi je m'en fous à quoi il ressemble en vrai, voilà, c'est juste la partie travaux. Il me dit, voilà, j'ai l'un de mes très bons amis qui est dans les travaux, qui, je sais pas si tu connais Immobilière 3F, c'est un bailleur social, D'accord. c'est un grand bailleur en région Île-de-France notamment, et donc lui, il était directeur de pôle pour justement I3F. Et il me dit, si tu veux, lui, il s'en fout, voilà, il va te dire ce qu'il en est, et puis voilà. Et je me suis dit, bah ok, de toute façon, je sais d'avance qu'il va rien me dire puisqu'il y a rien. Donc il est venu, bon, il y avait plus que rien. Finalement. Donc voilà. Et du coup, il me fait sa petite liste et tout. Et là, moi, je lui dis bêtement, moi, ça a l'air de faire plus que 5 000. Il me dit, ah bah bravo, bonne déduction, dis donc. Donc là, je me suis dit, ok, il me prend pour une débile, c'est pas grave. Je vais jouer le jeu. Et je lui dis, bon, bah, il y a quoi? Donc il me montre et tout. Et je lui dis, mais il y en a pour combien? Il me dit, ça se passe pas comme ça, faut que je rentre tout, voilà, je rentre chez moi, je tape tout sur le logiciel, je vois exactement par rapport aux superficies, etc. Et je te dirai. 2 jours après, il me répond et il me dit, il y en a plutôt pour 17 000 €. Ah oui. 12 000 Je dis, de ouais. plus. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je les avais. C'était pas trop dérangeant. Ça m'a fait mal au niveau de ma fierté, mais c'était pas, voilà. Bon. C'est toujours chiant de sortir beaucoup plus que ce qu'on avait prévu, Oui. mais j'ai dit, ok, je veux cet appartement, je le veux bien, je veux être en sécurité dedans et je compte pas refaire des travaux après. Alors moi, je suis du genre, quand je rentre quelque part, il y a plus de travaux. Vivre avec les travaux au quotidien, non. C'est pas vivable. C'est pas vivable parce qu'en fait, c'est toujours du provisoire qui dure. Je vais le faire plus tard, puis au final, on s'accommode très très bien et on se dit, wow, c'est pas si dérangeant que ça, bon, voilà. Et donc, on le fait pas. C'est pour ça qu'en fait, je préfère tout faire avant. Et donc, là, j'ai dit, ok, bah, c'est le prix de mon erreur, je vais le faire. Par contre, ce prix de mon erreur, j'ai dit, c'est pas possible que je comprenne pas exactement ce qui s'est passé et j'aimerais bien comprendre. Donc pour ça, il faut que j'aille sur le chantier. Donc j'y suis allée 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'y allais quasiment tous les jours parce que c'était pas très loin de mon travail à l'époque et donc j'y allais quasiment tous les jours. Donc l'ami de mon père m'a dit, je t'aime beaucoup, mais là c'est chiant.
parce que tu viens tous les jours avec 1 milliard de questions. Il me dit, tu sais quoi, fais une liste, viens, demande-moi, et moi je t'envoie des photos, je t'envoie. Et moi je lui dis non, parce que j'ai besoin de comprendre en fait. Comme je me sens bête, et comme je sens que j'ai pas été accompagnée, et que au final je me dis bah foutu pour foutu, t'es là, tu vas pas me juger plus que ça. Donc j'ai envie de poser les questions, faut que tu me répondes. T'avais envie d'apprendre, voilà, de comprendre. Exactement. Et donc il m'a répondu, il a joué le jeu et tout, et je lui ai dit mais je suis sûre que je ne dois pas être la seule personne à ne pas savoir avant d'acheter, à vouloir acheter. Et au final, à subir plus ou moins en fait les conséquences de son erreur ou de son manque d'informations, de connaissances. Et du coup, il me dit bah écoute, crée un truc, je sais pas, moi accompagne les gens et puis voilà, monter un club, une association, je sais pas. Et là, je me suis dit bah c'est pas bête. Et c'est comme ça que je lui ai proposé à lui de me guider sur les bases. Mais surtout et avant tout, en fait, les bases pour comprendre de quoi j'allais parler. Quand tu dis les bases, c'est la technicité des travaux? Non, c'était vraiment comprendre les corps de métier, comprendre quoi regarder en fait lors d'une visite, qu'est-ce qui doit faire tilt, et là où on doit se dire, ok, là, il faut que je fasse attention, même si ce n'est pas mon métier, il faut que je sache reconnaître que ça ne va pas, pour demander à quelqu'un qui lui s'y connaît combien ça va me coûter ça ne va pas. Ça, c'était hyper important. Et du coup, je lui ai dit, voilà, il faut que tu m'accompagnes pour trouver des personnes comme toi, qui s'y connaissent bien, qui ne vont pas juger, mais qui vont aider et qui vont déterminer le prix pendant les visites. Et donc, j'avais commencé Up Advise comme ça, en faisant des visites travaux avant achat IMO. Et donc, les personnes savaient avant d'acheter si c'était intéressant ou pas. Et après, il y a eu l'accompagnement travaux où j'ai dit, bah, en fait, on va aller plus loin parce que les gens me disaient, ok, c'est cool, maintenant, je te dis, ok, bah, je veux bien faire les travaux. Moi, j'ai dit, mais j'ai pas d'équipe, en fait. J'ai juste des conseillers. Et là, du coup, après, j'ai proposé et en fait, ça s'est fait comme ça. Donc, lui m'a dit, moi, j'ai une petite équipe. Je peux pas faire ça tout le temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'aider à trouver d'autres artisans et à te montrer comment leur poser les bonnes questions et à vérifier leurs informations. Des questions un peu test pour vérifier qu'ils font bien les choses. Exactement. Et c'était lui qui m'avait dit, demande toujours des photos pendant, parce que c'est là où tu vas voir comment est traité ton chantier, et si c'est vrai, etc. Et, enfin, voilà. Et ça, c'est hyper important, parce que quand un client veut aller sur son chantier, il est en droit d'y aller à n'importe quel moment, sans prévenir, normalement. Donc du coup, s'il y va et qu'il retrouve son chantier en chantier, en fait, beaucoup trop, ça lui plaît pas, en fait, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas marcher en toute sécurité, machin, il y a des trucs de partout, enfin, voilà. Et il me disait, regarde la protection des sols, regarde tout, comment est bâché chacune des choses, etc. Qu'est-ce qui est fait, en fait, pour protéger le bien? Et ça, c'est vrai que c'était important. Est-ce que la déchetterie, ils y vont souvent ou est-ce qu'ils n'y vont qu'une seule fois? Parce que, etc. En fait, effectivement, le fait de voir comment est organisé le chantier, ça t'indique aussi la manière dont ils travaillent. Est-ce qu'ils sont organisés? Est-ce que c'est cadré? Est-ce qu'ils vont bien faire les choses? Techniquement parlant aussi, parce que quelqu'un qui est bordélique, où le chantier ne ressemble plus à rien, tu sais pas où sont les outils, tu peux pas être efficace, productif, et tu peux potentiellement faire des bêtises et des erreurs, et donc du coup des malfaçons. C'est ça. Et puis si ils négligent ces points-là, en fait ils vont aussi négliger les points de finition. Et un client en général ne va pas regarder si le grammage de la laine de verre est le bon, si l'épaisseur est la bonne. Il va plutôt regarder est-ce que il y a du silicone partout, est-ce que c'est bien fini, est-ce que les prises tiennent bien au mur, etc., etc. Et ça c'est important. Les artisans, en général, sont fatigués au moment des finitions. Ils ne veulent qu'une chose, c'est partir du chantier. Sauf que c'est la phase qui est visible et qui est la plus importante au final. Je suis bien d'accord. Enfin, voilà, c'est celle. En tout cas, c'est pas forcément la plus importante, même c'est pas du tout la plus importante parce que c'est les fondations qui sont importantes. En revanche, pour le client, c'est se dire, ok, bon c'est cool, ça ressemble à ce que je voulais, j'ai mis mon argent au bon endroit. C'est cool. Oui. C'est ce dont tu te souviens, en fait. C'est ça. C'est la dernière image. Donc, c'est ça. C'est ça. Et c'est ce que tu vas voir tous les jours. Enfin, si c'est en tout cas pour chez toi, par exemple, c'est ce que tu vas voir tous les jours. Donc, en général, finition pour une résidence principale, t'as tendance à avoir certaines exigences, tu vois. Exactement. Et ce qui est normal. Donc voilà. Et donc, du coup, il m'a accompagnée là-dessus. À chaque fois, je lui demandais son avis. J'ai trouvé un tel, etc., etc. Et en fait, il m'accompagnait comme ça. Et c'est comme ça que ça s'est vraiment bien lancé, bien mis en place. Et il me disait, une entreprise, elle peut être vraiment top, au top du top, mais demande-leur toujours s'ils ont vraiment encore envie
et pourquoi est-ce qu'ils le font. Si ce n'est qu'une question d'argent ou si c'est toujours assimilé, enfin mêlé en tout cas à de la passion. Parce que il m'a dit ça, c'est un métier qui souvent c'est très physique, c'est très dur, c'est assez ingrat parce que les personnes voient les artisans que comme des personnes qui vont faire ce truc. Voilà, c'est bon. Oui, comme de la main-d'œuvre. Voilà, exactement. Sans considération. Exactement. Et donc, du coup, il me disait, si la personne n'est pas passionnée, elle pourra pas donner quelque chose de bien. Et plus ça va aller et plus l'argent sera difficile à gagner. Donc, les gens, quand ils vont mettre 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros, ils vont s'attendre à tout un monde. Donc, il faut que les artisans en face, ils soient capables d'être à minima passionnés et consciencieux pour faire les choses bien. Et donc, en fait, ça s'est fait vraiment comme ça. Voilà. Et le fait que je sois une femme, ça a été compliqué au début, mais j'ai compris comment l'utiliser à mon avantage, c'est-à-dire que j'ai compris qu'en fait, en demandant gentiment, en disant oui, mais tu sais, voilà, moi je suis une femme, je suis toute seule, on m'a pas appris, etc. Montre-moi. Et ben, quand on est en face d'une personne à minima, voilà, on va dire sensible à ça. La personne, elle va se dire, mais en fait, c'est top parce qu'elle s'intéresse aussi à mon métier, cette personne-là. Et ben, ok, je vais lui montrer, je vais lui apprendre. Je vais pas passer des heures non plus, mais je vais lui montrer. Ça me fait plaisir. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai évolué. Et c'est comme ça que j'ai aussi trouvé d'autres entreprises parce que je leur ai dit, moi, je suis pas là juste pour vous apporter un client. Je suis là vraiment dans le cadre d'un partenariat. C'est quelque chose où je veux qu'on ait confiance. Si vous devez avoir confiance en moi, je dois avoir confiance en vous. Votre temps, il est précieux, donc je peux pas vous ramener tout et n'importe quoi comme demande, mais vous par contre vous devez me considérer aussi. C'est pas parce que je suis une femme que ça veut dire que vous devez mal le prendre ou quoi. Là on est au boulot, c'est je suis une personne, point. Je suis un humain, point. On dépasse tout le reste et là ça se passe bien. Et ça s'est parfois mal passé avec des entreprises qui étaient plus jeunes, avec des gens plus jeunes. C'est ça qui est fou. Voilà. C'est que des artisans d'un certain âge, en fait, vont avoir tendance à avoir quelques valeurs qui ne se font quasiment plus. Voilà, où ils vont avoir aussi envie, si on les respecte en tant que personnes plus âgées, ils vont vouloir aussi nous respecter pour qui nous sommes, une femme, etc. Bon, bah, on la respecte, madame. Donc là-dessus, oui, j'ai vu la différence, en fait. Vraiment, ça a toujours été ça. Des artisans un peu plus âgés, c'est madame. Et les artisans beaucoup plus jeunes, c'est ah salut Shiraz. Ouais. Oui. Ils se permettent oui. du coup. Et en fait, mais en fait, ça c'est le pire, c'est que c'est le premier contact. C'est des personnes qui me contactent via Instagram et c'est tout de suite salut Shiraz. Alors ça c'est aussi peut-être le problème parfois des réseaux sociaux. Oui. Ouais. Où il y a le côté en fait où du coup il y a une proximité qui se crée tout de suite, même si toi tu les connais pas, tu vois. C'est ça. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'après, en tant que femme. Moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi dans le 93, donc bon, faciès,ment, ça se voit que je suis, voilà, j'ai les papiers français, tout ça, tout va bien. Mais bien sûr, voilà, je suis pas blonde aux yeux bleus, donc les gens se disent bien que j'ai des origines. Plus le fait que j'ai grandi dans le 93, plus le fait que je sois une femme, c'est vrai que j'ai appris en fait à me durcir et moi-même à ne pas me présenter en tant que femme, mais en tant que professionnelle. Et à partir de là, en fait, dès que ça s'est passé et qu'ils comprennent bien que je suis là en tant que professionnelle, moi, il n'y a pas de souci. Tu veux me voir comme une femme ou comme quelque chose, voilà, je sais pas, mais je vais rien t'apporter du tout. Par contre, je suis capable de t'apporter des choses. Donc, à toi de voir. Et même en tant que cliente, parce qu'en fait, il faut savoir que comme j'investis à côté, chacun de mes nouveaux investissements, je teste une nouvelle équipe. Parce que c'est hyper important pour moi, en fait. Alors, j'aimerais bien bosser avec ceux en qui j'ai confiance déjà et pour être sûr que ça va bien se passer. Sauf que moi, je pourrais pas tester comme ça. Ça serait dommage, en fait. C'est une occasion en or de tester une nouvelle équipe, réellement, sur le terrain, etc. Que tu vas pouvoir peut-être voilà, exactement. à tes clients par la suite. Exactement. Et après, bah, j'assume les conséquences. Si ça se passe mal, bon, bah, tant pis, c'est pas grave, c'est le jeu aussi. Et du coup, bah en fait, moi, je teste comme ça, et en tant qu'investisseuse, en tant que cliente, je vois comment est-ce qu'ils réagissent avec moi. Et il y a des entreprises avec qui je ne suis pas passée parce que tout de suite, c'est ah mais pas de souci, on montrera à monsieur. Oh la réflexion insupportable. Mais c'est moi qui investis. Bah je vais mettre le devis au nom de monsieur et madame. Mais non, en fait, c'est moi qui investis.
Ouais, alors là, tu sais que c'est mort déjà. Bah ouais. La relation n'ira pas plus loin. Non, en fait, ben, c'est moi, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, ah oui, c'est vrai, hein, maintenant, les femmes achètent seules. Ben ouais, ouais. Désolée, on est en 2025. Et hein. ouais, voilà, donc du coup, c'est des petites choses un petit peu comme ça. Donc, après, je le prends pas personnellement. Oui, bon, après, voilà, tant pis, tu passes à ça. autre chose ça. et ce sera pas cette entreprise, ça en sera une autre. Ça. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi, le fait de développer des compétences techniques. Quand, voilà, on pose des questions un peu test aux artisans pour vérifier leurs compétences à eux. Bah, du coup, il y a aussi un côté où finalement, ils se rendent compte que, bon, bah, en fait, on s'intéresse aux travaux, on a une certaine crédibilité aussi. Donc, potentiellement, il y a un respect mutuel, on va dire, qui va s'établir et une relation de confiance. C'est ça. Et le fait de s'intéresser aussi à leur métier, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Donc, toi, tu investis aussi, du coup, à titre personnel sur des projets avec rénovation. En plus, tu testes des équipes, comme tu le disais. Donc, j'imagine que tu as peut-être une anecdote, travaux à raconter, quelque chose, une galère, peut-être qui t'est arrivée, une grosse galère. Oui, et ben, alors, il faut savoir que je pense que c'est là où je me suis dit, ok, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que la première personne donc qui m'a accompagnée sur mes travaux de ma résidence principale, qui m'a aidé à vraiment construire tout ça pour UpAdvise, etc. Cette personne-là arrivait en fin de carrière il y a peut-être 2 ans à peu près. Il avait plus trop envie de faire ça. Enfin voilà, il avait encore quelques équipes, mais qu'il ne dirigeait plus vraiment en fait parce qu'il s'était retiré de ça. C'est juste qu'il les accompagnait parce que certains de ces gars parlaient pas très bien français, etc. Et du coup, pour ma nouvelle résidence principale, je lui ai dit, écoute, si tu as une équipe que tu penses que je peux tester, que voilà, ça peut bien se faire, je veux bien. Pour le coup, je veux bien, pour chez moi. Il me dit, ok, pas de souci. Alors, je les connais, ça va, mais je les suis pas. Il me dit, je les suis plus, ça y est, maintenant, je suis plus du tout sur les chantiers. Je sais juste qu'ils ont déjà fait 2-3 trucs pour moi, mais c'était des logements sociaux, donc c'était vraiment du basique. À voir. Apparemment, de ce qu'ils me disent, ils peuvent faire plus, donc pourquoi pas. Il me dit, si tu veux, vas-y. Je lui dis, ok. Donc, ils commencent à faire les travaux. Chose à ne jamais faire. Penser que parce que les artisans dorment sur place, ça va coûter moins cher. Faux. Pour quelle raison, du coup ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces gens-là consomment. Voilà. Ces gens-là, en fait, oublient pendant qu'ils sont sur un chantier que le chauffage, c'est pas gratuit. Que c'est toi qui le payes. Que c'est moi qui le paye. Et qu'en fait, allumer tous les chauffages chaleur Bahamas et en même temps ouvrir les fenêtres parce qu'il fait un poil trop chaud, ça marche pas, quoi. Donc, ça donne des factures d'électricité juste exorbitantes. Donc, quand on pensait faire une économie d'un côté et qu'on se retrouve avec une facture à 450 € pour 1 mois en électricité, sachant qu'en plus, il y a le gaz et l'eau. Ah ouais ? Ça commence à faire. Ça commence à faire, ouais. Ça commence à faire. Et donc, du coup, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai oublié mon principe de la confiance n'exclut pas le contrôle. J'y suis allée beaucoup moins. Parce que j'étais en fin de salariat et qu'il fallait quand même que je fasse la passation, etc. J'avais dit à mon mari, franchement, je vois pas pourquoi on pourrait pas leur faire confiance. Il me disait, ouais, mais c'est pas tes principes, ça, normalement. Ouais. Normalement, ouais, mais bon, t'inquiète pas, ça va, etc. Et en fait, non, c'est faux. Quand on perd sa vigilance, du coup, on peut s'en vouloir qu'à soi-même. Donc, quand j'ai vu les factures d'eau, de gaz, ah oui, d'eau, pourquoi ? Parce que on a eu une fuite visible qui n'avait pas été traitée de suite. Donc, on a reçu les courriers de la part de la ville, etc. et du service des eaux. Bon, super, très contente. On traite la chose. Ok, bon, c'était une fuite vraiment totalement visible. C'est-à-dire qu'en fait, c'était, on va sur le bien, on ne peut pas voir qu'il n'y a pas une fuite. Tu vois bien qu'il y a un robinet, tu vois bien qu'il y a de l'eau qui coule. Donc, a priori, c'est qu'il y a t'es une fuite. censé réparer quelque chose. Bref, donc ça c'est pas fait. Et il y avait une fuite en sous-sol. Parce que j'ai un chauffage au sol. Et il faut savoir que la fuite a duré 1 an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en paye encore les conséquences. Waouh. Ah ouais, parce que les infiltrations dans la structure... Voilà, exactement. Donc, 1 an d'eau, c'est juste énorme.
Là, parce qu'on a 2 services des eaux, nous, dans notre ville. Donc, j'ai Veolia et Siderm qui m'ont contacté. Oui, bonjour. Alors, du coup, il faut savoir que j'ai acheté en société. Ma résidence principale est achetée en société et je loue ma maison donc à ma société. Et donc du coup ils m'ont dit alors on sait que vous êtes une société, d'habitude on n'appelle pas les sociétés, mais là on comprend pas trop parce que c'est bizarre, en même temps il y a des particuliers, etc. J'ai dit non mais c'est bien des particuliers, on loue, etc. Ah ok d'accord, mais vous êtes combien dans la maison? 10 Je dis ah, on est 2,5 en fait, 2 adultes et un petit bébé qui consomme pas beaucoup d'eau. Ils m'ont dit ah ouais non là il y a un souci hein. J'ai dit bah pourquoi? Parce qu'en fait vous allez recevoir la facture d'eau pour 6 mois, juste un seul service des eaux, donc juste Siderm, quasiment 1 000 €. Oh, 1 000 € pour 6 mois, juste Siderm. On a la même chose avec Veolia. C'est beaucoup trop, c'est absolument anormal. Et en fait, c'est parce qu'on avait une fuite en sous-sol, mais qui venait d'un truc tout bête. C'est juste qu'un joint n'avait pas été bien fait au niveau de la robinetterie. Pas bien serti, et du coup... Exactement. C'est tout bête, bête. Sauf que ça ne se voit pas, et que du coup, en fait, on fait confiance et qu'on se dit que tout va bien. Mais même ça, en fait, on a la possibilité après de revenir en arrière. Aucune erreur en travaux n'est fatale ou n'a pas de solution. Ce que je disais, c'est que si on a peur de perdre son argent, on prend une assurance dommage ouvrage. Si on l'a pas prise et qu'il y a des choses où on peut faire autrement, on fait autrement. Moi, je sais qu'en fait, on peut demander une demande de dégrèvement à Veolia et à Siderm. Pourquoi? Parce que quand c'est quelque chose qui n'est pas visible, ils ne peuvent pas nous le reprocher et eux sont là pour ça parce qu'ils ont la visu presque en temps réel. Je crois que c'est 24 heures ou 48 heures. De la consommation. Maximum, voilà, exactement. Ils savent à combien on en est à peu près dans la consommation. Et donc, quand c'est anormal, ils sont censés nous demander le pourquoi de cette somme, etc. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Et là, ils sont censés nous dire, vous avez certainement une fuite qui est non visible, donc faites passer un chercheur de fuite, etc. Et donc là, du coup, nous, on a fait passer un chercheur de fuite, agréé par Veolia, puisqu'on était dans cette obligation, et on a demandé une demande de dégrèvement. Génial. Heureusement. Mais de pouvoir demander la... Oui, mais il faut être assez vif là-dessus parce que c'est à partir du moment où on reçoit la facture, on a à peu près 1 mois donc pour... il faut le savoir, ouais. Voilà, exactement. En fait, c'est dès qu'on reçoit la facture, on est alerté, on se dit, ok, c'est une somme qui n'est absolument pas normale, donc il y a quelque chose, on les appelle, on leur demande pourquoi, depuis quand, etc. Et eux nous disent, voilà, il y a eu ça, il y a eu ce débit-là. Ok, en fait, j'ai pas consommé cette eau, donc cette eau, elle est partie dans la nature. Et du coup, comment on fait? Et là, ils nous disent, c'est simple, vous avez 1 mois à partir de maintenant, chercheur de fuite. Le chercheur de fuite doit envoyer le rapport. Ce rapport, on l'envoie à l'assurance pour faire la demande de remboursement du chercheur de fuite. Et ensuite, on fait faire les travaux. Une fois qu'on a la facture des travaux, oui, parce que les travaux doivent être vraiment finalisés. Une fois qu'on a la facture des travaux, on leur envoie tout ça aux 2 services des eaux. Et à ce moment-là, ils font une demande de dégrèvement jusqu'à un tarif normal. C'est-à-dire que là, on a, entre guillemets, économisé, on n'a pas perdu en tout cas 80% de la somme. Ah oui. Voilà. Bon, c'est la bonne nouvelle, on va dire. Hein, ouais. C'est énorme. Donc franchement, on se dit, ok, c'est un mal pour un bien parce que moi, j'ai pu tester cette équipe que je ne recommanderais absolument pas. Du coup. Voilà. J'ai compris que on ne peut pas juste faire confiance. Il faut absolument contrôler, ça c'est primordial. Peu importe si on nous a recommandé, si la personne qui nous a recommandé est une personne de confiance, et je ne pouvais pas en vouloir à cette personne-là parce que elle me les a juste recommandées. Oui. C'est à moi après de faire attention. De tester, de vérifier, d'aller contrôler, d'avoir un vrai suivi. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que ces expériences personnelles, c'est aussi ce qui t'a permis, je pense, de développer tes compétences sur la partie technique. C'est ce qui te permet aussi d'établir, du coup, les devis pour tes clients. C'est ça. Et donc, par rapport à UpAdvise, la société que, du coup, vous avez montée, vous avez finalement développé ces différents types de prestations. Donc, la partie courtier, la partie accompagnement aussi sur les travaux, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. On l'a développé, vraiment le courtage avec l'accompagnement pour vraiment voir si les travaux qui vont être faits sont en adéquation avec l'utilisation du bien et réelle des matériaux, etc. Après, au-delà de ça, en fait, on avait envie d'accompagner plus de monde. Et c'est vrai que avec mon mari, on se disait, mais comment faire en fait pour apporter plus parce que en fait, la création réelle
de Up Advice, c'était pour accompagner des personnes à ne pas se faire avoir lors de leurs travaux et de savoir, parce que on peut très bien avoir le budget pour faire les travaux, mais quand on ne sait pas qu'il faut sortir cette somme, en fait, on se sent floué, on n'aime pas, quoi. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on reste sur cette lignée-là et comment faire. Et donc, avec des associés, on s'est vraiment rassemblés, on a fait un grand brainstorming, on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on peut faire? Eux aussi sont en partie dans les travaux, mais pas que. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas un réseau de mandataires de courtiers en travaux. Et c'est là où on est en pleine création. On n'a pas encore finalisé à 100%, mais voilà, la structure est quasiment montée. La formation est quasiment terminée également. Toutes les informations, en fait, pour que des personnes qui ont l'envie et les capacités aussi à mettre en relation des artisans et des personnes, de le faire et en étant rémunérés, en fait, tout simplement. Donc, c'est ces personnes-là qu'on va accompagner, qu'on va vraiment tester aussi sur le terrain, parce qu'on va les accompagner là-dessus aussi, pour qu'ils soient bien formés, pour qu'ils puissent gagner leur vie avec ça. Mais après, c'est vrai que courtier en travaux, c'est quelque chose qui est prenant, mais c'est surtout beaucoup d'humain, en fait. C'est avant tout de l'humain. Pendant, c'est de l'humain, et après, c'est aussi de l'humain. C'est-à-dire que on va gérer, en fait, des personnes qui auront un stress, qui ne sauront pas forcément exprimer. Des personnes qui vont des fois s'énerver, s'emporter, sur des choses qu'ils ne sauront pas, dire précisément pourquoi est-ce qu'ils sont dans cet état-là, mais ils vont l'être. Et en fait, nous, on doit les rassurer constamment, avant, parce que moi, les personnes, je les ai dès la phase où ils sont en train de chercher et qui me disent oui, est-ce que je peux te contacter parce que j'ai un bien mais je sais pas si en termes de budget travaux je suis bien ou pas, du coup est-ce que je peux t'envoyer les éléments, est-ce que tu peux déjà regarder, juste tu jettes un coup d'œil, etc. Et ça commence de là, c'est-à-dire qu'en fait la personne elle n'est que en phase de recherche. Donc c'est dès le début. Exactement, c'est dès le début. Et après, on est là sur tout le truc, parce que moi, les personnes à chaque fois me disent ouais, c'est bon et tout, là je suis sur la phase financement, j'ai fini de monter mon dossier, ok c'est bon, j'ai eu mon prêt. Donc en fait, moi je suis au courant à chaque fois de chaque étape. Oui, là je signe l'acte authentique à cette date-là. Du coup, pour la visite, est-ce que tu peux faire venir l'artisan, etc. pour bien qu'on consolide absolument tout, puisque je serai sur place et qu'après je pourrai pas me redéplacer. Donc si on peut tout cumuler, c'est très bien. Et en fait, on les accompagne aussi là-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose de lourd dans le temps, parce que ça prend vraiment voilà, c'est ça exactement, c'est pas juste quelqu'un qu'on va voir une fois, on va lui apporter notre service et point. Non, c'est vraiment un suivi, on est avec eux, on est à fond. Des fois il y a des dossiers qui prennent énormément de temps. Là il y a une personne que j'ai accompagnée en mi-juillet, là on est en 2025, donc c'était en 2024, mi-juillet 2024. J'ai été visiter, je lui ai fait une première estimation, on lui a fait un devis, il était très content, etc. Il était absolument confiant sur le crédit. Là, on est en janvier. Janvier 2025, ouais. On est en janvier. C'est que maintenant, là, la semaine dernière, qu'il m'a dit, c'est bon, j'ai le prêt. Il a enfin le prêt et du coup, le projet va pouvoir continuer. Et du coup, voilà, exactement. Il m'a dit, là, on va signer en février. Donc ouais, parfois, il y a des délais aussi. C'est hyper long. Et moi, il m'a contacté tout le temps. Et ben en fait, ça, c'est de l'humain. Et on va accompagner donc les futurs courtiers vraiment sur cette partie-là, à leur dire, si vous n'êtes pas capable d'aider ces personnes-là, si vous n'êtes pas capable d'être à l'écoute, ça sert à rien. C'est même pas la peine. C'est de l'humain. Comme exactement. Beaucoup de métiers d'intermédiaires finalement dans l'immobilier. En tout cas, c'est un très beau projet. Bravo, je vous souhaite beaucoup de succès. Et je voulais juste alors poser une dernière question. Qui est-ce que tu verrais sur le podcast Story Travaux en tant qu'invité? T'as une personne à conseiller? Alors, que des personnes qui font elles-mêmes ou qui font faire ou... Oh bah une personne qui investit et qui du coup a des travaux. Qui a des travaux, enfin, ou qui peut parler de travaux, qui a un métier dans les travaux, enfin ça peut être... Alors, il y a Laurent et Maude. Je sais pas si tu vois, si, voilà. Je vois très bien, ouais. Voilà, Laurent et Maude qui sont vraiment top là-dedans parce que ils sont à fond, ils ont et leurs investissements à eux et leur agence IMO avec du coup des biens qui ont des travaux. Qui d'autre
Et Après, en vrai, j'en vois plein. Hein. C'est déjà très bien, un nom, c'est parfait. Ok. Enfin, si t'en as d'autres, n'hésite pas, mais déjà, hein, c'est... Oui, mais du coup, je sais pas, Camille Régnier, qui elle aussi, du coup, a fait des travaux, exactement. Mais en vrai, il y en a vraiment pas mal. Ouais, il y en a vraiment pas mal. Ça marche. Bon, merci beaucoup en tout cas, Shiraz. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ? Alors sur Instagram, même si je suis pas forcément toujours visible, mais je jette toujours un œil sur mes messages, donc avec plaisir sur Instagram. Sinon, on peut me contacter par mail, pareil. Et après, il y a d'autres événements où je suis là très souvent en fait en région parisienne. Ok. Avec plaisir. Top. Sur Instagram, ton nom c'est UpAdvise. C'est UpAdvise. Voilà, on tape UpAdvise, on voit ma petite tête en photo. Parfait, ok, ça marche. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup, c'était un plaisir de t'interviewer. Et puis, je te dis à la prochaine. Oui, avec plaisir, merci.